Bonjour à tous, voici la première vidéo du cours numéro 5 de structure de la matière. Nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 3 qui va traiter de la liaison ionique. Avant toute chose, une petite introduction. La liaison chimique entre deux éléments chimiques, lorsqu'on a deux atomes isolés par exemple, il n'y a pas de liaison entre les deux, cette liaison chimique va impliquer une redistribution des électrons qui auparavant étaient localisés autour d'un seul noyau. Eh bien, ces électrons vont être redistribués puisqu'il y a plusieurs noyaux qui vont être mis en jeu lorsqu'il y a des éléments qui sont liés. Ceci implique une énergie attractive entre les éléments, ce qui veut dire qu'il faudra fournir plusieurs centaines de kilojoules par mol d'espèces chimiques parfois pour séparer les éléments qui sont ainsi liés. On référence en chimie trois modèles de liaison chimique, la liaison covalente, que nous verrons un peu plus tard, la liaison métallique et donc la liaison ionique qui est l'objet de ce chapitre. Dans la liaison covalente, les électrons seront localisés sous l'influence de deux noyaux qui seront ainsi liés. Dans la liaison métallique, deuxième modèle de liaison chimique, les électrons sont délocalisés sous l'influence d'une infinité de noyaux. Dans un métal, comme le fer par exemple, une barre de fer voit un empilement d'atomes de fer qui partagent un grand nombre d'électrons. Et dans le chapitre qui nous intéresse maintenant, la liaison ionique, eh bien nous avons au contraire des électrons qui vont être localisés, toujours localisés autour des noyaux, mais les éléments vont être liés par le fait que certains éléments ont formé des cations, d'autres ont formé des anions, et c'est l'attraction électrostatique entre un cation chargé plus et un anion chargé moins qui maintient ensemble ces deux éléments. Cette attraction électrostatique anion-cation, elle est due à quoi? Elle est due tout simplement au fait que certains éléments qui sont de faible électronégativité forment plutôt des cations qui sont stables, avec des nombres d'oxydation qui sont positifs. Ainsi, on reconnaît ici les métaux alcalins, Li, sera stable sous forme Li+, Na sera stable sous forme Na+. Inversement, d'autres éléments de forte électronégativité qui sont plutôt stables sous forme d'anion, Xn-, avec N pouvant être variable, ces éléments de forte électronégativité qui sont donc stables sous forme d'anion vont être associés aux cations. Ces éléments stables sous forme d'anion sont par exemple les halogénures, on va retrouver aussi le sulfure, qui ont donc un nombre d'oxydation négatif. Donc l'attraction anion-cation va fournir effectivement un corps composé qu'on appellera composé ionique solide. Ainsi, par exemple, le chlorure de sodium, NaCl solide, se note en schéma de Lewis Na+, Cl-, avec Na+, une case vide, ici manifestant le fait que l'élément Na à l'état atomique a perdu un électron pour devenir l'ion Na+. De la même façon, l'élément chlore, lui, est stable sous forme chlorure en gagnant un électron, et ainsi il a 4 doublés non liants dans la notation en schéma de Lewis. Autre exemple, le chlorure de calcium, par exemple, qui sera noté Ca2+, 2Cl-, en notation de Lewis, c'est l'association dans le corps composé ionique d'un cation Ca2+, qui est stable sous forme cationique, et de deux anions Cl-, évidemment l'ensemble CaCl2 devant être neutre. Il y a évidemment 2 Cl- pour 1 Ca2+. On peut noter aussi que dans le schéma de Lewis, ici, on n'a pas représenté la case vide. À quelles conditions un corps composé est-il réellement ionique? Eh bien, la condition d'ionicité, par convention, va être liée à la différence d'électronégativité entre les deux éléments associés. On a vu tout à l'heure, certains éléments sont stables sous forme cationique, d'autres anioniques. On prendra comme convention la règle suivante. Un composé AB peut être décrit par un modèle de la liaison ionique si la différence d'électronégativité entre B et A est supérieure à 2. Ainsi, si xi B est supérieur à xi A de plus de 2 unités, eh bien, l'élément qui est le plus électronégatif portera la charge moins, l'élément le plus électropositif, c'est-à-dire le moins électronégatif, portera la charge plus, et il se notera A+, B-. On peut remarquer que si la différence d'électronégativité est inférieure à 2, par exemple entre 1,5 et 2, on parlera plutôt d'un modèle iono-covalent. La liaison iono-covalente, c'est quelque chose d'intermédiaire entre la liaison ionique et la liaison covalente dans des modèles bien spécifiques, la réalité étant bien plus complexe que les modèles simples. Si la différence d'électronégativité est encore plus faible, on pourra supposer qu'on peut utiliser sans problème le modèle plutôt covalent, c'est-à-dire en dessous de 1,5, on utilisera plutôt le modèle covalent et on écrira à ce moment-là des liaisons covalentes entre les atomes, c'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants. Alors, petite application immédiatement pour vous approprier ces notions. Voilà 4 corps composés.
Je vous propose de déterminer s'ils peuvent être décrits plutôt par un modèle ionique ou pas. Vous avez ici les électronégativités des différents éléments. Répondez directement dans le quiz qui est inséré à la vidéo. Alors la correction, on va appliquer la condition d'ionicité. Tous les cristaux qui ont été proposés seront éventuellement décrits par un modèle ionique si la différence d'électronégativité entre les éléments qui composent ces corps composés est supérieure à 2. Donc quand on fait le calcul, on voit très nettement que oui, LiF peut être décrit par un modèle ionique, puisque quand on fait XiF moins XiLi, on se rend compte ici que le fluor étant d'électronégativité 4 et le lithium 1, on a 3, c'est effectivement supérieur à 2. NaCl dans la même veine aura aussi la possibilité d'être décrit par un modèle ionique, puisque l'électronégativité du chlore, 3,2, moins l'électronégativité du sodium qui est 0,9, ça fait encore quelque chose qui est supérieur à 2. Aucun souci. Dans le cas de Na2O, on peut aussi décrire Na2O comme l'assemblage de 2 Na+, et de O2-, donc dans un modèle ionique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, XiO moins XiNa sera supérieur à 2. L'électronégativité de O, c'est 3,5, et l'électronégativité du sodium, qu'on a déjà vu, c'est 0,9. Donc ici, on a 2,6, c'est bien supérieur à 2. Vous notez au passage qu'on fait vraiment la différence entre l'électronégativité d'un élément et l'électronégativité de l'autre élément, sans tenir compte de la stoichiométrie éventuelle des éléments qui sont présents dans le corps composé, tout simplement, parce que ce qui est important, c'est la différence d'électronégativité entre un élément et l'autre lorsqu'ils sont associés. Il est évident que cette stoichiométrie vient ici pour compenser la neutralité électrique. Une fois qu'on sait que Na donne Na+, il faudra évidemment 2 Na+, puisque on verra que le l'ion stable, c'est O2-, puisqu'il a une couche complète au niveau de sa couche N égale 2. Quant à Na2S, eh bien on va se rendre compte que XiS moins XiNa, lui, vaut combien? Eh bien il vaut 2,5 moins l'électronégativité de Na qui est toujours 0,9. Donc là, on a 1,6. On est entre 1,5 et 2, on dira qu'on a plutôt une liaison iono-covalente. Pour l'instant, on dira qu'il est iono-covalent et on n'ira pas plus loin. Deuxième petit exercice, à partir des noms des corps composés qui contiennent le nombre d'oxydation d'un des éléments, chlorure de fer 3, fluorure de zinc 2, vous avez ici les nombres d'oxydation de deux éléments à chaque fois, eh bien, je vous propose de retrouver le schéma de Lewis de ces deux espèces. Vous pouvez répondre directement dans le quiz inséré à la vidéo. Alors, correction de ce petit travail, quel est le schéma de Lewis du chlorure de fer 3? Si on prend l'information suivante, fer 3 signifie le nombre d'oxydation du fer dans le chlorure de fer 3 est plus 3, ça veut dire que le chlorure de fer 3 contient l'ion Fe3+, et qu'il va contenir aussi un élément chlore sous forme de chlorure. On a déjà vu que le chlorure c'était l'ion Cl-, donc par définition, s'il y a 3 charges plus dans Fe3+, le schéma de Lewis du chlorure de fer 3, ça sera Fe3+, 3 Cl-, et j'ai représenté les 3 doublés non liants du chlorure, puisque effectivement il a 8 électrons sur sa couche externe. De la même façon, le fluorure de zinc 2 signifie que nous avons affaire à un nombre d'oxydation du zinc qui est plus 2, donc c'est l'ion Zn2+, qui est présent dans le fluorure de zinc 2. Fluorure, on reconnaît bien encore un autre anion qu'on a déjà rencontré, l'ion fluorure, qui est F-, donc il faudra 2 F- pour 1 Zn2+, pour que l'ensemble du corps composé soit neutre, ce qui est le cas général des composés ioniques qui sont neutres à l'état solide. On peut remarquer que le modèle ionique effectivement est tout à fait justifié pour le fluorure de zinc 2, puisque XiF moins XiZn nous donne 4 moins 1,3, ce qui est bien supérieur à 2. On peut toutefois remarquer que dans le cas de certains composés qui sont décrits par un modèle ionique, on est parfois à la limite de la description du modèle ionique, puisque quand on prend XiCl moins XiFe, on se rend compte que 3,2 moins 1,8, ça n'est pas effectivement supérieur à 2, c'est inférieur à 2. On utilise quand même parfois, dans le cas iono-covalent, eh bien, une écriture en schéma de Lewis qui est ionique, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans d'autres exemples. Merci et à bientôt.